Voilà, bonsoir à tous. Bon, je vous dis bonsoir parce que ici c'est le soir déjà, mais vous allez peut-être regarder cette vidéo en pleine journée. Donc bonjour ou bonsoir. Voilà, donc on va travailler pendant ce cours d'évaluation, donc qui est d'évaluation et de certification, qui est le cours numéro 4 sur plusieurs objets comme d'habitude. Donc on va commencer par retravailler sur l'interaction en fait et regarder en fait, des descripteurs un peu plus détaillés sur l'interaction que ce qu'on a pu voir dans les précédents cours. Et probablement juste avant, en fait, avant de travailler sur l'interaction, on travaillera sur la matrice qualité du CECR et donc un nouveau site en fait lancé par le Conseil de l'Europe qui a un intérêt en fait parce que qui a bon, plusieurs intérêts, mais entre autres un intérêt qui est de proposer un lexique assez complet en fait de tous les termes qui sont utilisés dans le CECR, relativement interactif. Donc vous pourrez explorer ce site et découvrir d'autres choses ou préciser vos connaissances, faire rafraîchir vos connaissances sur la terminologie habituelle du CECR, donc interaction, médiation, approche actionnelle, acteurs sociaux, etc. Tous ces termes-là sont redéfinis et donc ça permet probablement d'y voir plus clair. Voilà, on va s'y lancer tout de suite. Et donc, ah oui, et puis après, évidemment, donc on fait d'abord ça, matrice qualité. Ensuite, on reverra l'interaction. Dans le cours suivant, on reverra la médiation, en fait. Et à la suite de ces travaux sur l'interaction, on regardera en détail, comme on l'a fait dans les fois précédentes, un sujet du niveau B1. Donc voilà la matrice, voilà le site de la matrice de qualité en fait, Calimatrix, matrice qualité pour l'utilisation du CECR, donc qui vient du CELV, Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe, qui est situé à Graz en Autriche. Donc ça nous écarte un petit peu de l'évaluation, mais en même temps, bon, c'est des choses dont vous entendrez certainement beaucoup parler. Moi, j'ai vu arriver ça effectivement dans ma carrière un petit peu, enfin, il y a une dizaine d'années à peu près, on a commencé à parler beaucoup de démarche qualité, d'assurance qualité, etc. Donc évidemment, ça va avec la professionnalisation de l'enseignement du français langue étrangère. Donc, qui dit professionnalisation dit plein de choses. Dit évidemment une certaine approche du marketing, des cours, etc. Un souci pour la qualité, en fait, et l'assurance qualité, et le fait de pouvoir garantir tout ça à des élèves qui vont être demandeurs de ce genre de choses, parce qu'on va de plus en plus aussi leur parler de la qualité et ils se posent donc un peu en consommateur. Donc évidemment, pour moi, il y a en même temps un petit côté un peu étrange parce que on n'est pas dans de la consommation tout à fait quand on fait des cours de langue. On est toujours dans de l'interaction et dans un rapport interhumain qui va bien au-delà de la consommation. Mais enfin, bon, vous entendrez parler beaucoup de démarche qualité. Donc on peut jeter un coup d'œil sur cette Calimatrix, sur cette matrice qualité. Et vous allez voir qu'en fait, voilà, il y a une série de rubriques. Donc ici, on est dans l'introduction, en fait. Hein. Donc on va en lire un petit morceau. Hein. Le projet matrice d'assurance qualité pour l'utilisation du CECR, Calimatrix CECR, vise à promouvoir un apprentissage des langues efficace en accompagnant les enseignants et autres professionnels de l'enseignement des langues vers une amélioration des programmes soutenus par la conception de l'enseignement et de l'apprentissage du CECR. La perspective actionnelle encouragée par le CECR intègre la planification, l'enseignement et l'évaluation en tant que moyen de promotion de la qualité de l'enseignement des langues. L'essentiel du projet est constitué de la matrice qualité, un outil en ligne visant à faciliter l'innovation inspirée du CECR. Outre l'outil matrice qualité, le site internet offre une large gamme de ressources et de bonnes pratiques qui peuvent être utilisées par différents acteurs au niveau de la politique linguistique, d'élaboration de programmes, d'enseignement ou d'évaluation.
Donc vous voyez que bon, le Conseil de l'Europe et le CELV vont plus loin, en fait, évidemment, que simplement proposer des outils référentiels, puisqu'ils s'occupent aussi, évidemment, de politique linguistique, et donc il y a eu tout un gros travail, en fait, sur l'élaboration des politiques linguistiques en Europe. Donc on regardera ça de très très près et en détail quand on fera le cours de politique linguistique, enfin, quand vous serez avec moi si ça vous tente dans le cours de politique linguistique, on regardera de près les instructions du CECR sur les politiques linguistiques. Hein, donc dans ce Calimatrix, bon, je pense qu'on a un petit, il me semble tout à l'heure j'ai regardé un petit tutoriel, donc je pense qu'on va le trouver ici. Voilà, donc là, vous avez la démarche, en fait, donc on va le regarder ensemble. Le voilà. Calimatrice du CECR, un outil pour améliorer la qualité d'éducation aux langues. Donc ça, c'est un principe avec une roue, hein, évaluation, implémentation, enfin on va la revoir. Et donc, on démarre. La matrice est un outil d'auto-évaluation qui aide à identifier les points forts et les points faibles qu'un programme d'apprentissage des langues peut avoir. Elle est organisée en 4 étapes qui permettront d'obtenir un cycle de qualité. Donc planification, oui. Implémentation, donc mise en œuvre du programme. Ouais. Évaluation. Bon, c'est un cycle qui est valable pour une quantité de choses énorme, hein. Je veux dire, vous verrez que dans beaucoup de ces manuels de gestion de projet et autres assurance qualité, on va avoir souvent des étapes qui seront les mêmes pour toute une série de choses, hein. Amélioration, Le cycle recommence. analyse des résultats. Et on recommence. On planifie, on met en œuvre, on évalue, on analyse les résultats et on recommence. Ouais, c'est une démarche cyclique en fait, hein, pour l'amélioration de la qualité. Bon voilà, c'est ce que c'est. C'est vrai que il y a une exigence en fait. C'est plus du tout, on n'est plus dans les mêmes choses qu'il y a un demi-siècle ou un peu moins. Je veux dire, donc il y a une perpétuelle remise en question et recherche de la qualité et de la performance, en fait, à travers ce genre de cycle, hein. Et vous allez avoir ça un peu partout. Bon, évidemment, il faut prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Je veux dire, il ne s'agit pas de s'angoisser avec un cycle perpétuel. Bon, voilà, mais on est dans ce type de nouveauté à l'heure actuelle. Donc, il y a des choses intéressantes aussi dans la partie ici CECR qu'on va regarder. Voilà, donc dans le CECR, ce qui est aussi ce qui est assez intéressant, en fait, à mon sens, c'est qu'à chaque fois, vous allez trouver une définition des termes utilisés. Donc vous avez tout un lexique, en fait. Ici, interaction, caractéristique essentielle de la communication orale ou écrite entre deux personnes ou plus, nécessitant à la fois des attitudes de réception et de production, mais également des compétences sociales et pragmatiques. L'interaction engendre une co-construction du sens. Et ça, c'est quelque chose que j'étais content de retrouver ici, parce qu'en fait, cette idée de co-construction du sens, le fait que dans l'interaction, en fait, ou que dans la communication, il n'y ait pas une simple transmission d'informations, mais qu'à chaque fois on reconstruise le sens, c'est-à-dire que le locuteur, le locuteur vous propose une schématisation, vous propose un ensemble d'énoncés qui va vous donner une représentation d'une situation, d'un objet, etc. Hein, je veux dire une espèce de représentation. Et vous allez reconstruire cette schématisation. Je veux dire, c'est-à-dire que la compréhension est aussi une activité éminemment active, en fait. C'est une activité de reconstruction du sens.
Et en fait, dans l'interaction, on co-construit le sens. C'est-à-dire que quand on voit que l'interlocuteur n'a pas compris exactement ce qu'on voulait lui dire, on précise les choses, on revient sur certains éléments, on redéfinit des termes, etc. Donc c'est intéressant de voir que cette conception de la communication, en fait, qui date des années 80-90, donc qui est vraiment en fait directement liée à l'école énonciativiste. Je veux dire, moi j'ai trouvé cette idée la première fois en fait dans Grise, dans Jean-Blaise Grise et dans Antoine Cuglioli, donc vraiment chez les énonciativistes. J'en parlais là à l'instant dans le cours dans le cours sur la diversité théorique. Donc on voit que cette école de linguistique continue à être une grande source d'inspiration pour les auteurs du cadre et pour les didacticiens en général. Donc là vous voyez, vous avez tout un lexique en fait. Donc vous pouvez vous amuser à regarder tout et n'importe quoi. Donc les descripteurs ou descripteurs explicatifs dans le CECRL sont des énoncés indépendants utilisés pour clarifier et définir différents aspects de la compétence langagière. Donc vous voyez que l'intérêt des descripteurs, c'est que c'est pas une description complète de l'ensemble des compétences que doit avoir un apprenant à un certain niveau, mais ce sont des petites capsules en fait qui vous permettent en fait de préciser une compétence particulière. Donc on a vu l'intérêt, en fait, vous avez vu l'intérêt par exemple pour la définition des objectifs d'apprentissage, pour avoir des idées sur ce qu'on va enseigner à tel ou tel niveau, et pour avoir des idées évidemment sur ce qu'on va évaluer. Voilà, donc vous avez plein de choses dans ce site qui vont probablement vous intéresser. Vous avez des choses sur la qualité évidemment. L'assurance qualité appliquée à l'enseignement des langues implique l'adoption d'une approche systématique de la conception et de l'amélioration continue d'un programme de langue. Ceci suppose un engagement de l'ensemble des acteurs concernés et un centrage sur l'expérience des apprenants. Là, c'est très... on voit d'ailleurs que c'est directement calqué de l'anglais, hein. Parce que la customer experience ou la learner's experience, ben, c'est de l'anglais, hein. Je veux dire, l'expérience ou la manière dont on vit son apprentissage. Je veux dire, on voit que c'est très calqué de méthodes qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre et qui sont donc directement avec du vocabulaire dont on voit qu'il est traduit de l'anglais. Donc vous avez plusieurs présentations des approches d'assurance qualité. Donc là vous en avez une en anglais d'ailleurs, hein, sous forme de PowerPoint. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans évidemment, mais donc c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant que vous ayez à l'idée que ça existe en fait. Et que, ça c'est Xavier North de la direction du français. Donc c'est intéressant de voir que ces questions de qualité deviennent assez centrales en fait, et ce sera aussi intéressant pour vous en fait de vous familiariser avec cette terminologie et d'être à même de répondre quand on vous pose des questions sur l'approche qualité. Parce qu'un peu partout, maintenant dans tous les centres de langue, que ce soit des alliances françaises ou des centres de langue privés, vous allez avoir ce type de problématique sur la qualité. Donc on va pas tout explorer aujourd'hui, peut-être qu'on y reviendra. Enfin, en tout cas, vous savez que ça existe et vous savez que vous allez trouver ici en fait un lexique assez pratique, comme on l'a vu, hein, je veux dire donc sur toutes les différentes notions. Donc si on reprend par exemple la notion de médiation dont on va parler la semaine prochaine, hein, la médiation est l'un des 4 modes de communication, de même que la réception, la production et l'interaction. Donc vous voyez que dans le changement en fait qui s'est opéré avec la réforme de 2020 et le volume complémentaire de 2018, enfin le volume complémentaire de 2018 appliqué dans la réforme de 2020, en fait on parle maintenant de 4 modes de communication et plus seulement des 4 compétences. Donc ces 4 compétences sont incluses dans les 4 modes de réception, parce que vous avez la réception, la production, l'interaction et la médiation dans les modes de communication. Donc bien évidemment, réception et production, donc ça comprend production orale, production écrite, réception orale, réception écrite, production orale, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite,
L'interaction, donc c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, donc le rapport entre deux sujets parlants qui co-construisent du sens, et la médiation, donc elle peut se dérouler au sein d'une même langue, par exemple pour résumer ou paraphraser des textes. Donc la médiation, c'est rendre accessible un objet discursif, impliquer plusieurs langues ou dialectes. Médiation translinguistique, donc là, la traduction, l'interprétation. Le CECRL prend en compte la médiation en tant que communication de médiation, concept de médiation, et assurer la médiation d'un texte. Vous avez vu qu'on avait aussi assuré la médiation d'un concept. Donc la médiation est un concept large qui comprend différents aspects, par exemple relationnel, cognitif, émotif, culturel, pédagogique, et vise à établir des ponts et à créer des liens. Donc la médiation, elle vise en fait à aider l'autre à comprendre, ou à expliquer à un tiers, ou à aider à résoudre aussi éventuellement des conflits, que ce soit des conflits cognitifs ou des conflits liés à la compréhension, en expliquant les notions et les natures des malentendus. Vous voyez que c'est c'est le quatrième mode de communication, et c'est un nouveau, c'est pas un nouveau mode de communication, mais c'est rentré dans le CECR, les choses qu'on va enseigner, les choses qu'on va évaluer tout récemment. Interaction, donc comme je vous le disais, on va regarder en détail ce chapitre-là, puisque c'est relativement nouveau. Je pense qu'il va falloir un petit moment quand même pour que ça passe dans les mœurs. Vous avez vu, avec les 4 skills, ça fait longtemps qu'on en parlait. Maintenant, pour que ça passe dans les mœurs, cette idée de 4 modes de communication, avec la production, la réception, l'interaction et la médiation, je pense qu'il va falloir quelques années pour que ça passe dans les habitudes, en fait. Donc on va regarder en détail aujourd'hui l'interaction, avec tout l'ensemble en fait des descripteurs, et que ce soit de l'interaction orale ou de l'interaction écrite. Alors vous voyez bien que l'interaction, c'est quelque chose qui va combiner la compréhension et la production. En fait, évidemment, on est en train de revenir à une forme plus naturelle du langage par rapport au découpage un peu artificiel qu'on avait opéré entre les 4 compétences qui sont très souvent entremêlées. Donc ici, l'interaction, qui comprend 2 partenaires ou plus co-construisant le discours, est centrale dans le schéma d'utilisation de la langue du cadre européen commun de référence, résumé au début de ce document. On considère que l'interaction orale est à l'origine du langage avec des fonctions interpersonnelles, collaboratives et transactionnelles. La production sous forme de récit peut être considérée comme une évolution de l'oral et éventuellement de l'écrit. Donc vous voyez qu'en fait, l'interaction, c'est un peu la source du langage. Je veux dire, si vous lisez Benveniste, par exemple, vous lisez l'appareil formel de l'énonciation, que je présente assez longuement dans l'autre cours qui s'appelle donc énonciation, notion et opération, là, dans le cours de diversité théorique en sciences du langage, c'est vraiment cette conception-là, en fait. C'est l'idée que l'interaction est à la source du langage et que l'interaction est même au fondement en fait des catégories grammaticales comme par exemple les pronoms, et je qui dit je, dit Benveniste, donc le je inscrit le sujet dans le discours, le tu évidemment instaure un interlocuteur, et on va trouver en fait toute une série de choses d'interaction, de questions d'interaction qui vont permettre d'élaborer les discours et de co-construire du sens. Cette idée de co-construction des discours et de co-construction du sens, elle est primordiale en fait un peu partout chez les linguistes énonciativistes, parce qu'en fait quand on parle, quand on discute, on est dans une activité de co-construction du sens. C'est-à-dire que le locuteur A va produire un discours qui va être reconstruit par le locuteur B. Et c'est très important de penser ça comme une reconstruction et pas comme une simple activité d'enregistrement où la compréhension est une activité qui va au-delà du simple enregistrement. C'est une reconstruction du savoir qu'on peut renégocier avec l'interlocuteur. Là, c'est vraiment un changement assez fondamental. Bon, je veux dire, les idées, les concepts qui sont derrière tout ça,
ont une cinquantaine d'années. On les retrouve aussi dans d'autres types de grammaire, en fait, hein. Mais ils avaient un petit peu disparu de la grammaire occidentale, en fait, depuis en gros le siècle des Lumières. Je veux dire, on a essayé de rationaliser la langue et d'évacuer un peu, enfin d'aller vers des choses qui paraissaient plus simples, hein, avec des opérations plus simples. On a essayé d'évacuer un peu cette idée d'interaction. La production sous forme de récit, donc peut être considérée comme une évolution de l'oral et éventuellement de l'écrit. Donc la production continue et le récit, en fait, bon, que ce soit plein de formes de récits, hein, je pense aux romans, etc. Mais pour les ancêtres du récit, en fait, ce serait par exemple la chanson de geste, hein, je sais pas, Roland à Roncevaux, donc toutes ces épopées qu'on a racontées, qui étaient de la tradition orale, mais du récit oralisé sous une forme très très longue. C'est une évolution de l'oral. Je veux dire, c'est une mise en discours prolongée et à la fois culturelle. Je veux dire, c'est un grand changement dans la manière dont on va concevoir l'oral. On trouve la même chose en Afrique, par exemple chez les Bambara. Vous avez des choses qui sont largement équivalentes à la chanson de geste et à la chanson de Roland. Donc, par exemple, on va avoir la geste de Ségou, hein, transcrite par Gérard Dumestre, donc qui raconte l'histoire de l'empire mandingue de Ségou. Je veux dire, c'est aussi une évolution de l'oral. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable dans certaines de ces ethnies africaines, enfin, certaines de ces civilisations africaines, c'est qu'il y a une caste de personnes qui sont spécialisées dans l'oral et dans la mémorisation de ce genre de textes oraux, pardon. Donc évidemment, on voit que c'est une évolution, une aptitude particulière qui est cultivée et qui change complètement de l'interaction. Encore qu'il y ait de l'interaction, quand vous écoutez la geste de Ségou, il y a toujours un répondant en fait qui va faire une scansion du texte, en fait, c'est-à-dire marquer des temps, qui veut dire par exemple hater, qui veut dire oui c'est la vérité, tigi tigi, oui c'est vrai, enfin je veux dire, il y a quelqu'un qui va répondre aux différents paragraphes de la chanson de geste. L'interaction est également fondamentale dans l'apprentissage. Les échelles du CECR pour les stratégies d'interaction le montrent, avec des échelles pour les tours de parole, coopérer, stratégie collaborative, et faire clarifier. Ces stratégies simples d'interaction sont aussi importantes dans l'apprentissage collaboratif qu'elles le sont dans la communication de la vie réelle. La majorité des échelles de l'interaction concernent l'interaction orale. Au moment de l'élaboration du CECR, la notion d'interaction écrite n'était pas reconnue de façon générale et n'a donc pas été très développée. Avec le recul, on peut constater que l'interaction écrite, écrire comme on parlerait, comme un dialogue au ralenti, a acquis un rôle de plus en plus significatif ces 20 dernières années. Évidemment, vous avez beaucoup d'interactions écrites autour des nouveaux objets discursifs qui naissent avec l'Internet. Hein, le chat, les commentaires, les posts sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux qui engagent un dialogue. Donc il y a une interaction écrite qui ressemble à de l'interaction orale et qui est plus ou moins médiée par l'Internet. Hein. Et donc ça a pris une place évidemment de plus en plus importante dans ces 20 dernières années. Alors plutôt que de développer une échelle pour l'interaction écrite, des descripteurs supplémentaires portent sur la nouvelle catégorie d'interaction en ligne, donc bien évidemment cette interaction dont je vous parlais à l'instant. Donc à la suite, donc on avait regardé déjà ce schéma des activités et des stratégies d'interaction. Donc vous avez à voir l'interaction orale générale avec toute une série d'entrées. Une première partie de l'interaction, comprendre un interlocuteur. Vous voyez qu'on est dans des tâches de compréhension orale, hein, simplement. Donc ça intègre évidemment les autres compétences. La conversation, donc avec les tours de parole, les stratégies de la conversation, la manière de reprendre la parole, la manière d'intégrer l'autre dans sa parole. Donc il va y avoir toute une série de choses autour de la conversation, avec des variantes, la discussion informelle entre amis, les discussions et les réunions formelles. Donc là, on a deux graduations en fait de la discussion, hein. La discussion formelle et la discussion informelle. Vous voyez bien que c'est très différent. Je veux dire, même dans le jeu des pronoms, éventuellement en français, c'est là qu'on va avoir les différences entre le tutoiement et le vouvoiement.
la manière de s'adresser à l'autre, les formules de politesse, la structuration du discours même qui va changer dans des cadres plus formels. Il va falloir évidemment avoir dans un cadre plus formel une argumentation qui soit plus claire et plus articulée, avec des articulations apparentes, hein, les connecteurs de l'articulation, etc. Donc vous allez avoir plein de choses qui vont varier entre le formel et l'informel. La coopération à visée fonctionnelle, donc ça c'est quand on fait quelque chose ensemble. Éventuellement, ça va rejoindre la médiation. On a par exemple l'idée de l'exemple de monter un meuble en kit. Donc monter un meuble en kit, il va falloir évidemment coopérer, coopérer autour de la médiation, éventuellement d'un mode d'emploi. Donc on va avoir des coopérations à visée fonctionnelle. Obtenir des biens et des services, donc par exemple, dans l'exemple que je traiterai tout à l'heure avec les licences, on va regarder faire ses courses en ligne et aller les récupérer dans un drive, pour parler en bon français. Hein, voilà, donc on va voir comment effectivement les notions et les objectifs autour de obtenir des biens et des services vont évoluer aussi avec la nouveauté. Échanger des informations, interviewer, être interviewé, donc là évidemment on est à un autre niveau de l'interaction, hein, je veux dire. Donc vous voyez aussi que dans la manière dont est pensé le cadre européen, ça s'adresse un peu à tous les niveaux socioculturels et un peu à toutes les professions. C'est pas tout le monde qui sera interviewé et qui interviewera d'autres gens d'une façon formelle. Mais je veux dire, mais ça arrive évidemment à partir du moment où vous êtes en position de recruter quelqu'un, en position d'animer une émission de télévision ou de réaliser quelque chose qui sera diffusé soit à la télévision, soit sur l'internet, soit sur des chaînes internet. Donc vous avez il y a plein de possibilités comme ça. Bon, c'est très développé, hein. Utiliser les télécommunications. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est interaction orale. Interaction écrite générale, correspondance, notes, messages et formulaires. Donc dans l'interaction écrite, vous avez évidemment la tradition en quelque sorte de la correspondance, qui va donner d'ailleurs à une forme élaborée, qui va donner lieu ou naissance à une forme élaborée, comme le roman épistolaire par exemple, des romans qui sont composés uniquement de lettres que s'envoient les protagonistes. Hein. Et après vous avez les notes, messages et formulaires, donc qui est tout cet écrit, je ne sais pas comment le qualifier, est-ce qu'on appelle ça de l'écrit gris ou de l'écrit moyennement formel en fait, qui permet le fonctionnement, la communication interne dans les entreprises. Bon voilà, quand j'ai travaillé dans différentes ambassades et services, j'en ai évidemment produit des kilos, et c'est quand même une activité dans certains métiers qu'on va trouver assez fréquemment. L'interaction en ligne générale, donc là vous avez effectivement ce qui rentre en fait dans l'interaction écrite et qui est relativement nouveau en fait, et qui a beaucoup grandi en fait ces 20 dernières années, et évidemment encore plus avec le Web 2.0. Là vous voyez une connexion avec le cours de nouvelles technologies et didactique des langues. C'est que cette conversation et cette discussion en ligne évidemment sont multipliées avec le Web 2.0 et le fait que tout le monde devienne producteur en fait sur l'internet. Donc il y a de plus en plus de discussions et d'interactions écrites en ligne. Et c'est certainement des choses très intéressantes à analyser. D'une part, bon, il y a beaucoup de gens qui les analysent, évidemment, mais c'est des choses très intéressantes à analyser parce qu'évidemment, ce monde virtuel a de plus en plus d'effets sur le monde réel. Et donc, ce sont des objets à analyser sur le plan politique, par exemple, sur le plan fabrication de l'opinion, fabrication du goût, diffusion d'œuvres artistiques. Enfin, il y a plein de choses qui se passent maintenant en ligne. Qui change complètement de ce qui se passait il y a 20 ans ou 30 ans, où tout ça se passait sous forme de débat sur la place publique ou de diffusion d'œuvres artistiques et d'expression du goût autour de ces œuvres dans les cercles d'amis plutôt que sur l'Internet. Donc, vous voyez, ça a complètement changé. Transactions et coopération en ligne axées sur des objectifs.
Donc là, c'est évidemment discuter soit sur des biens et des services, soit sur certaines activités qui peuvent être plus circonstanciées et probablement plus intéressantes, comme par exemple la production de savoir, enfin la mise en commun de savoir et la collaboration autour du savoir en ligne. Ça, c'est aussi un domaine assez passionnant, en fait, dans la nouveauté, en fait. C'est tout ce qui est, par exemple, Wikipédia, en fait, construire du savoir ensemble en ligne, ou même au-delà de ça, en fait, les communautés de développeurs de logiciels, comme les gens qui travaillent sur Linux, par exemple, qui développent eux-mêmes et qui enrichissent en fait, un système d'exploitation de façon collaborative. Donc là aussi, il y a un point très très intéressant et très porteur d'avenir probablement. Dans les stratégies d'interaction, donc vous avez les tours de parole, donc comment on se succède dans la parole, comment on passe la parole à son interlocuteur, comment celui-ci la reprend, comment il peut la demander, comment il peut vous interrompre tout en restant poli. Enfin, donc il y a évidemment plein de codes qui sont assez variables selon les cultures. Et évidemment, les tours de parole, il y a des fois où ça va s'affirmer d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi je me suis rendu compte qu'effectivement il fallait que je respecte beaucoup la parole des autres. Voilà, et qu'en fait en fait bon, on se rend compte en fait évidemment que la manière dont les tours de parole sont organisés, même ça change même actuellement en fait la civilisation, enfin la civilisation de la discussion ou de l'argumentation change. Je trouve qu'il y a, par rapport à il y a 20 ans, en fait, on prend beaucoup plus de précautions, en fait, dans le fait d'écouter l'autre, de le laisser aller au bout de ses idées, voilà, de ne pas lui couper la parole, de le reprendre. Enfin, il y a un ménagement, un ménagement des faces, on dirait, enfin, on ne lui fait pas perdre la face. Il y a un ménagement des faces, il me semble, plus fort qu'avant. Enfin, je me suis rendu compte dans certaines situations professionnelles, en particulier, bon, je veux dire, sur des questions de genre aussi, en fait. On se rend compte, quand on est un vieil homme barbu, qu'il faut faire bien attention à respecter la parole des femmes et à les laisser aller jusqu'au bout de leur parole et à leur accorder exactement la même place, sinon un peu mieux que celle qu'on accorderait à un autre vieil homme de 50 ans barbu. Donc voilà, donc c'est une petite remarque comme ça sur la question des tours de parole. La coopération et donc le fait d'être capable de coopérer en discutant avec d'autres, donc de construire quelque chose en commun, de reprendre les idées des autres, de les intégrer pour faire quelque chose de commun. C'est vraiment dans l'idée, en fait, une idée qu'on a depuis Aristote, hein, c'est qu'en fait la rhétorique et la parole, ça sert à éviter, ça sert aussi, c'est une des choses principales, à éviter les conflits qui dégénéreraient sur un autre terrain que la simple discussion. En fait, la coopération va permettre de se mettre d'accord, en fait, de trouver une voie médiane éventuellement. Donc, et c'est en fait c'est là qu'on voit que la rhétorique ça sert à éviter de faire la guerre ou ça sert à éviter d'en venir aux mains. Je dirais, Aristote dit à un moment c'est dans la rhétorique, puisqu'il y a deux grands ouvrages majeurs d'Aristote, la rhétorique et la poétique. Et donc dans la rhétorique, Aristote dit celui qui ne sait pas se défendre par le verbe est aussi ridicule que celui qui ne sait pas se défendre physiquement. Donc évidemment, vous voyez que là, la rhétorique est considérée comme un art pour faire valoir ses points de vue. Et aussi, on est dans cette Grèce, en fait, dans la Grèce, hein, la Grèce antique, hein, pas la Grèce G-R-I-2-S-E, mais la Grèce G-R-E, accent grave, C-E, dans la Grèce qui veut former des citoyens complets, à la fois experts dans les disciplines physiques, dans la maîtrise de leur corps, mais aussi dans la maîtrise de leurs paroles et dans la maîtrise de leur rhétorique. Donc c'est aussi intéressant cette partie de la coopération. Donc vous voyez qu'en fait c'est des choses qui reviennent, qu'on avait éventuellement un peu laissées de côté et qui reviennent en force. Vous voyez que bon, on a peut-être laissé un peu de côté tout ça pour aller
Bon, si ça vous intéresse, hein, je pourrais vous parler très très longuement des questions de rhétorique, en fait, entre la rhétorique d'Aristote et puis la perte qu'on a eue, en fait, au XVIIe, XVIIIe siècle, ici en France, où on s'est tourné vers une rhétorique de plus en plus ornementale, et non plus une rhétorique persuasive, etc. Là, il semblerait qu'on soit capable d'y revenir, de revenir dans les fonctions premières de la rhétorique et de bien en prendre conscience. Voilà, donc on va regarder quelques exemples en fait d'échelles. Hein. Les échelles pour l'interaction orale sont là aussi organisées en 3 macro-fonctions interpersonnelles, transactionnelles et évaluatives auxquelles s'ajoutent certains genres spécialisés. Donc vous allez voir en fait, bon c'est tout simple, hein, enfin c'est relativement simple. Donc là on est dans l'interaction orale générale. On va essayer on va probablement pas tout explorer parce que ce serait très très long, mais je vais choisir certains des tableaux et on va peut-être regarder un peu plus en détail les choses qui sont les plus nouvelles, donc par exemple sur l'interaction en ligne vers la fin de ces questions d'interaction. Donc là sur l'interaction interpersonnelle, l'interaction orale générale. Donc là, on est dans une catégorie très très générale, hein, la conversation, l'interaction orale avec un interlocuteur, hein, la situation typique où on a un locuteur, un interlocuteur, qui peuvent être à des niveaux différents et qui collaborent plus ou moins. Hein, je veux dire, donc on va évidemment aussi regarder comment se passe la collaboration. Donc vous voyez, vous avez vu que quand on regarde les sujets, en fait, il y a des instructions aussi, les sujets d'évaluation. Il y a aussi des instructions pour l'évaluateur, en particulier dans les activités de production orale, où il va avoir une certaine dose de collaboration à mettre en œuvre selon le niveau de l'apprenant. Hein. Donc je veux dire, on peut simplifier, faciliter la co-construction du sens avec toute une série de procédés. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, les gens qui n'ont jamais appris de langue étrangère n'en sont pas forcément tout de suite conscients, en fait. Je veux dire, mais on peut favoriser les interactions, enfin la co-construction du sens, en reformulant, en employant d'autres mots, en parlant plus lentement, en essayant d'articuler de façon plus distincte, en essayant de séparer les mots pour que éventuellement l'interlocuteur puisse voir certains morphèmes qui rentrent à l'intérieur des mots, en marquant bien les articulations du discours. Donc on peut simplifier en fait la co-construction du sens avec toute une série de procédés. Donc là vous voyez dans l'interaction orale générale, donc au niveau pré-A1, donc aussi ça, ce niveau-là rentre, c'est le A1.1 ou c'est le tout début de l'apprentissage. Hein. Prêt à 1 peut poser des questions et répondre à des questions sur lui-même ou elle-même et sur des habitudes quotidiennes en utilisant des formules toutes faites, courtes et en comptant sur les gestes pour renforcer l'information donnée. Donc là, vous voyez qu'en fait, on insiste sur les questions de formules toutes faites et courtes et sur la gestuelle. Donc vous voyez qu'évidemment, le cadre formel de l'énonciation, allais-je dire, comme benveniste, est très important. C'est-à-dire que la possibilité de co-référer au réel ou de s'aider par la gestuelle, etc., va être très importante. A1, donc, peut interagir de façon simple, mais la communication dépend totalement de la répétition avec un débit plus lent, de la reformulation et des corrections. Donc au niveau A1, l'interlocuteur va devoir mettre en œuvre des stratégies de facilitation pour co-construire le sens avec l'interlocuteur. Hein. Peut répondre à des questions simples et en poser, réagir à des affirmations simples et en émettre dans le domaine des besoins immédiats ou sur des sujets très familiers. Donc évidemment là, le thème, la thématique, enfin les sujets, les besoins qui rentrent dans la sphère la plus familière vont être plus simples. Après, vous allez avoir un autre domaine où il va y avoir un exercice en fait relativement plus simple parce que le sujet sera compétent déjà dans le domaine avant d'être compétent dans la langue. C'est tout le domaine professionnel. Quand vous parlez, par exemple, je sais pas, moi j'ai été photographe longtemps avant d'être ici, en fait, photographe puis caméraman, avant d'arriver dans cette belle université.
Donc, j'arrivais très bien à lire, par exemple, des revues de photographie ou des modes d'emploi de caméra, que ce soit en français, en anglais, en italien, en espagnol. Alors qu'en italien, je suis théoriquement pas du tout compétent, en fait, et en espagnol, je le suis. Donc là, j'utilise la transparence et le fait que le lexique et mes compétences sur le domaine m'aident beaucoup. En espagnol, je suis un peu plus compétent, mais bon, voilà, donc même chose. Donc vous voyez que dans le domaine professionnel aussi, on va avoir une plus grande facilité. Bon, dans le domaine personnel et dans les domaines très proches, on va, dans le domaine des besoins immédiats, etc., on va avoir de la facilité, évidemment. Mais dans le domaine professionnel, on aura aussi plus de facilité que dans d'autres domaines. Si je devais parler de physique quantique, bon, déjà en français, ce serait assez difficile. Mais alors, si je dois le faire en plus dans une langue étrangère, ce sera encore plus difficile, évidemment. Voilà, donc A2 donc, peut communiquer dans le cadre d'une tâche simple et courante, ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers relatifs au travail et au loisir. Peut gérer des échanges de type social très courts, mais est rarement capable de comprendre suffisamment pour alimenter volontairement la conversation. Voilà, donc vous voyez les différences. Hein, je veux dire, petit à petit, évidemment, on va s'écarter en fait des tâches simples et courantes et des échanges d'informations simples et directes pour aller vers des choses plus complexes. Là, on voit que dans le A2, en fait, aussi en compréhension, bon, évidemment, ça fonctionne mieux qu'en production. Et donc, en production, l'interlocuteur de niveau A2 va pas amener de nouveaux sujets ou faire entrer, en fait, oui, alimenter la conversation, donc faire entrer de nouvelles données dans la conversation. Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de courtes conversations, à condition que l'interlocuteur apporte de l'aide le cas échéant. Peut faire face à des échanges courants simples et sans effort excessif, peut poser des questions, répondre à des questions et échanger des idées et des renseignements sur des sujets familiers, dans des situations familières prévisibles de la vie quotidienne. Donc vous avez à peu près le même descriptif. Hein. Voilà, vous avez alors après jusqu'au B2, C1, C2. En fait, là, vous voyez que c'est différencié en fait jusqu'au C2. Et peut-être ce qui change complètement dans le C2 par rapport à d'autres, par rapport au C1 par exemple, c'est cette idée de conscience du sens connotatif. Possède une bonne maîtrise d'expression idiomatique et de tournure courante avec une conscience du sens connotatif. Donc le sens connotatif, c'est tout ce qui est... La connotation, c'est tous les éléments qu'on ajoute progressivement à une notion. Je vous parlais la dernière fois de la notion de pavé. La connotation de pavé, pour certaines personnes, ça va être les barricades de mai 68. La connotation de parachute ou de rose, enfin, la connotation de rose par exemple, c'est un bon exemple. Pour ceux qui ont vécu la période socialiste de la France, donc l'élection de François Mitterrand, le symbole du PS, c'était la rose au poing. On va le revoir dans certains articles de Grise, hein, qui datent à peu près de cette époque-là. Donc la rose, la connotation, c'était socialisme et c'était plutôt rose-rouge, alors que la connotation d'avant, d'ailleurs c'était peut-être assez habile d'avoir choisi ce symbole-là, c'est quand vous offriez une rose rouge à quelqu'un, c'était une déclaration d'amour. Hein. Donc il y a des connotations qui ne sont pas le sens propre du mot ou le sens premier du mot, mais quelque chose qui s'est ajouté en fait à la notion du mot. Dans le faisceau de l'objet, en fait, on va trouver d'autres éléments de sens. Hein, une connotation, donc quelque chose qui est fortement connoté. Je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent immédiatement à l'esprit, mais donc oui, la rose, évidemment, c'est quelque chose qui est fortement connoté. Je ne sais pas si vous parlez de l'odeur un film vietnamien qui s'appelle L'odeur de la papaye verte. La papaye verte, ça évoque tout de suite la cuisine asiatique, la salade de papaye verte, etc. Donc vous avez des connotations qui vont avec l'objet. Hein. Voilà, un blouson de cuir, un blouson noir à l'époque. Donc c'était un voyou, parce que tous les voyous mettaient des blousons noirs. Je veux dire, c'est plus le cas maintenant. Le blouson noir s'est diffusé à peu près partout. Donc c'est même un accessoire que vous trouverez dans Marie Claire ou dans d'autres revues féminines. Un petit perfecto qui était celui des voyous de l'époque est devenu un accessoire tout à fait tendance. On voit même
plein de stars et d'autres gens tout à fait chics emportés. Voilà. Donc vous allez avoir toute une série de connotations en fait autour de tout ça. Évidemment, tout est inscrit à l'intérieur de culture et en fait avec le C2 en fait on voit qu'on est dans une maîtrise de la culture plus forte évidemment que dans le C1. Parce que dans le C1 vous allez posséder une bonne maîtrise d'un vaste répertoire lexical lui permettant de surmonter facilement les lacunes par des périphrases avec apparemment peu de recherche d'expression ou de stratégie d'évitement. Seul un sujet conceptuellement difficile est susceptible de gêner le flot naturel et fluide du discours. Mais vous voyez qu'il y a moins de connaissances culturelles qui vont aller vers la connotation, par exemple. Donc vous avez cette grille générale sur l'interaction orale. Après, donc, vous avez les compétences pour la compréhension des locuteurs, la conversation, la discussion informelle entre amis. Donc vous allez aussi avoir des différences évidemment de capacité, de capacité de collaboration et de discussion, un peu comparé en B1 par exemple, peut comparer et opposer des alternatives en discutant de ce qu'il faut faire, où il faut aller, qui ou quoi choisir, donc on est dans des choix pratiques, pragmatiques, peut en général suivre les points principaux d'une discussion informelle entre amis, à condition qu'elle ait lieu en langue standard clairement articulée. Donc aussi là vous allez avoir la question des niveaux de langage et des types de langage. Quand quelqu'un commence à maîtriser l'argot, des formulations non standards, en fait, entre guillemets, c'est qu'évidemment, bon, qu'il y a été exposé, et aussi voilà, qu'il a déjà une bonne maîtrise, probablement, des formes standards. Pour suivre l'essentiel de ce qui se dit, donc B2 peut suivre l'essentiel, B1 pardon, peut suivre l'essentiel de ce qui se dit autour de lui sur des thèmes généraux, à condition que les interlocuteurs évitent l'usage d'expressions trop idiomatiques et articulent clairement. Peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel, comme un film ou une musique, peut expliquer pourquoi quelque chose pose problème, peut commenter brièvement le point de vue d'autrui. Donc vous voyez que là, dans la discussion informelle, les compétences vont être aussi détaillées jusqu'au niveau C2 et légèrement différentes dans les derniers niveaux. Bon, je vous laisse, vous regarderez tout ça tranquillement. En fait, vous le regardez aussi en fonction des besoins, en fait, selon le niveau avec lequel il ne s'agit pas évidemment d'apprendre par cœur toutes ces listes de descripteurs, ça vous rendrait complètement fou. Mais donc, je veux dire, mais de les utiliser au moment où vous en avez besoin, de savoir où les trouver. D'ailleurs, j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps les descripteurs en un clin d'œil. Je vous montrerai le document en fait bientôt pour avoir en fait, quelque chose éventuellement d'un peu plus facile à manipuler que tous ces gros documents du cadre européen commun de référence et du volume complémentaire. Donc là, vous avez ensuite la coopération à visée fonctionnelle. Par exemple, assembler un meuble en kit, discuter d'un document, organiser un événement, etc. Donc dans le C2, là vous voyez qu'on est dans la coopération à visée fonctionnelle, comme c'est fonctionnel justement, donc ça va être du concret. On n'a plus de descripteur au niveau C2, puisque c'est la compétence est déjà complètement acquise au niveau C1. On peut organiser une discussion pour décider d'une série d'actions à mener avec un partenaire ou un groupe, en rapportant ce que les autres ont dit, en résumant, en développant et en pesant les différents points de vue. B2 peut comprendre avec sûreté des instructions détaillées. Donc là, vous voyez qu'en fait, les instructions qu'on lit, en fait, la coopération à visée fonctionnelle, elles sont déjà orientées vers la réalisation. Elles sont déjà orientées donc, pour être assez aidantes en compréhension. Je vous montrerai tout à l'heure la notice d'un meuble Ikea, vous verrez. Voilà, obtenir des biens et des services. Donc, pareil, ici aussi, obtenir des biens et des services, c'est des tâches relativement simples. Donc, on va avoir, on n'aura pas de descripteur au niveau C2, puisque au C1, on a acquis complètement la compétence. Déplacement, logement, repas et achat. Donc, au B1, donc c'est une des choses qu'on travaille, évidemment, parce que c'est utilisable, c'est dans les besoins de beaucoup de types de publics. Être capable de commander dans un restaurant, être capable de faire des courses. C'est aussi bien les touristes que les professionnels qui vont dans un pays étranger qui ont besoin de ce type de compétences-là.
On peut demander à boire et à manger en utilisant les expressions élémentaires, ou A1, donc c'est le kit de survie, hein, évidemment, peut fournir des biens et des services d'usage quotidien, ou A2. Donc vous voyez que cette compétence-là, elle va être travaillée tout au long de la progression, mais qu'évidemment au C1, on l'aura complètement acquise. Voilà, donc on va passer quelques grilles, parce que, évidemment, bon, interviewer, être interviewé. Donc là, vous voyez aussi évidemment que l'aisance dans l'interview, bon, c'est une compétence qui va se développer jusqu'au C2, puisque c'est une compétence quand même très particulière et très complexe. Utiliser les télécommunications, interaction écrite générale, et donc ce sur quoi je voulais revenir, c'est l'interaction en ligne. Donc tout ça, je vous le laisse découvrir par vous-même. Ce sera en fonction des besoins, des choses que vous aurez, en fonction des besoins que vous aurez pour évaluer tel ou tel type de compétences. Voilà, donc là on est dans l'interaction en ligne, et donc on voit en fait qu'il y a toute une série de nouveaux descripteurs en fait qui vont être intéressants ça va être intéressant d'y réfléchir en fait quand on va concevoir aussi des activités autour de l'interaction écrite, et autour donc d'interactions qui sont de plus en plus fréquentes, donc comme on le disait. Donc vous voyez, Pré1 peut publier des messages simples de salutation en ligne en utilisant des expressions toutes faites simples. Salut, MDR, etc. Vous allez apprendre aussi tous les petits LOL, MDR, PTDR. Vous avez le temps de les apprendre à plusieurs niveaux, mais c'est probablement ce que les apprenants apprendront le plus vite, quoi. Et ils transféreront d'ailleurs des choses très très internationales. AFK, LOL, bon, vous en avez toute une série évidemment. Peut publier des messages simples en ligne pour se présenter, par exemple sa situation de famille, sa nationalité et son métier, à condition de pouvoir choisir dans une liste de mots et ou d'utiliser un outil de traduction en ligne. Vous voyez aussi que petit à petit, les outils de traduction en ligne vont rentrer dans le CECR. Et donc ça, c'est un des thèmes de réflexion dans les temps qui viennent, certainement. C'est comment on utilise la traduction automatique pour apprendre les langues ou pour pouvoir communiquer en dehors de l'apprentissage. Et donc ça va poser plein de questions. Parce que, évidemment, bon, on a vu par exemple que l'utilisation du GPS n'améliorait pas du tout les compétences géographiques ou les compétences en orientation des utilisateurs. Donc là, l'enjeu de la traduction automatique, ça va être aussi un gros morceau en fait. Comment on l'utilise pour communiquer, comment on mémorise quand même des choses qu'on va pouvoir utiliser en dehors des aides électroniques. Il va y avoir du travail. A1 peut écrire des messages, des publications personnelles en ligne très simples sur ses loisirs, ce qu'il ou elle aime ou n'aime pas. Bon, on est souvent dans l'expression du goût, hein, évidemment, dans les publications en ligne, avec des phrases courtes et à l'aide d'un outil de traduction. Peut utiliser des expressions toutes faites et des combinaisons de mots simples pour réagir en ligne positivement ou négativement à des publications simples et à leurs liens et vidéos, audio intégrés, mais peut répondre aux commentaires en remerciant ou en s'excusant à l'aide d'expressions standards. Donc ça va jusqu'au C2. Hein. Peut, dans une discussion en ligne en temps réel, s'exprimer avec précision et clarté. Donc il y a aussi le facteur temps qui joue. Hein, quand vous discutez dans un chat, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre extrêmement vite. Ça dépend. Dans le chat, oui, mais si c'est des publications, par exemple sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, si vous ajoutez un commentaire, déjà vous choisissez d'en ajouter un ou pas. Vous pesez bien vos mots parce que vous avez peur de vous faire lyncher par les autres internautes. Donc vous avez du temps pour écrire. Alors que là, en temps réel, avec précision et clarté, ajustant son langage avec souplesse et sensibilité en fonction du contexte. Montrer de l'émotion, faire des allusions et des plaisanteries. C'est vraiment un mode de dialogue très très particulier, hein, parce que dans la mesure où sur les réseaux sociaux, en fait, c'est vu non seulement par la personne dont vous commentez la publication, mais éventuellement aussi par le monde entier. Je veux dire, il va falloir évidemment faire preuve de sensibilité et être assez sensé, de ce qui a abouti à une certaine modération ou autocensure, évidemment, dans ce type de dialogue.
peut anticiper et gérer efficacement d'éventuels malentendus, dont les malentendus culturels, des problèmes de communication et des réactions émotionnelles lors d'une discussion en ligne. Donc là, évidemment, on va avoir aussi le fait qu'avec la mondialisation, on s'adresse à des personnes qui ne sont pas du tout, ou des lecteurs sont éventuellement des personnes qui ne sont pas du tout de la même culture que vous. Donc vous allez anticiper éventuellement, anticiper les malentendus éventuels et éventuellement les prévenir. Je veux dire, donc ça va supposer une sensibilité interculturelle qui sera développée justement en apprenant d'autres langues. Voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui sur l'interaction, parce que c'est déjà assez long. Donc si vous avez des questions, préparez-les. Éventuellement, on reviendra sur ces questions d'interaction si c'est nécessaire. Et vous aurez certainement l'occasion d'y revenir quand vous préparerez des sujets ou quand vous travaillerez en fait sur, par exemple, l'interaction en ligne ou l'interaction orale en général. Donc je disais qu'on allait regarder aussi un sujet de Delph B1. Donc là, on va sur un site un peu différent, donc, qui est delph.fr. Donc pareil, ce sont des sujets officiels du CIEP. Hein. Et donc là, bon, vous voyez qu'en fait, donc dans les annales du Delph B1 tout public, donc on a 4 sujets du Delph B1 tout public ici dans les exemples. Les auteurs notent qu'à partir de 2020, un nouveau format d'examen apparaît. Donc on est en plein dans l'actualité. Donc c'est le changement de format qui est lié à la sortie du volume complémentaire du cadre européen commun de référence. Il implique des changements dans les épreuves de compréhension orale et de compréhension écrite du Delph B1 tout public, donc puisque ça va inclure l'interaction et éventuellement la médiation. Cela étant, pendant 3 ans, c'est-à-dire pour les années 2020, 2021 et 2022, l'ancien et le nouveau format vont coexister. Cela veut dire que pendant ces 3 années, le jour de votre examen, votre sujet correspondra soit à l'ancien format, soit au nouveau format. Ainsi, il est important de se préparer aux 2 formats d'examen. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se préparer surtout au deuxième, puisque le deuxième inclut un peu les particularités sur la compréhension la compréhension et l'expression, la compréhension et la production. Quand on est prêt pour le deuxième sujet, on est prêt aussi pour le premier. Vous pouvez vous entraîner grâce aux 4 exemples de sujets présentés ci-dessous. Les 3 premiers exemples correspondent à l'ancien format. À noter que pour ces 3 exemples de l'ancien format, les documents indiquent que la compréhension des écrits dure 35 minutes et que la durée des épreuves collectives est de 1h45. Dans le nouveau format du Delph B1 tout public, la compréhension des écrits dure 45 minutes, donc 10 minutes de plus, et la durée totale des épreuves collectives est de 1h55. Donc des épreuves légèrement plus longues, de 10 minutes, pour prendre en compte les nouvelles contraintes autour de l'interaction, entre autres. Même si durant les années 2020, 2021 et 2022, votre sujet correspond à l'ancien format, il intégrera ce changement de durée. C'est-à-dire que pendant ces 3 années, tous les sujets du Delph B1 tout public, qui correspondent à l'ancien ou au nouveau format, auront une durée totale des épreuves collectives de 1h55 avec une durée de 45 minutes pour l'épreuve de compréhension écrite. Le 4e exemple de sujet ci-dessus correspond au nouveau format. Donc on saute directement au sujet 4, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc là c'est l'audio en fait. Et donc vous avez un B1 ici avec un B1 tout public avec les nouvelles contraintes. On retrouve évidemment le découpage habituel, compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite. Voilà, donc vous avez les choses classiques avec l'épreuve individuelle de production orale, où là on intègre un exercice en interaction qui va permettre d'évaluer l'interaction, évidemment, les capacités du candidat en interaction et expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur. Donc où là, vont rentrer aussi en ligne de compte les capacités de médiation du document, médiation des concepts, médiation d'un texte. Donc vous voyez qu'il y a une légère différence, évidemment, dans cette épreuve
individuelle en production de l'oral. Voilà, donc vous allez retrouver l'organisation que vous connaissez, donc dans les épreuves collectives. Vous avez la compréhension de l'oral avec évidemment un texte plus long que dans les niveaux précédents, avec plus de questions en fait qui vont demander un peu plus d'anticipation. Donc si vous voyez les questions, on peut écouter rapidement l'oral. Ministère de l'Éducation nationale, En fait, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Donc là, évidemment, on a le temps de lire les questions. Il y en a 6 en tout, avec 3 possibilités de réponse à chaque fois. Donc vous voyez qu'évidemment, c'est plus complexe qu'au niveau A. Ça va demander aussi une meilleure mémorisation, en fait, donc qu'on soit moins gêné par la langue étrangère, donc qu'on ait une compréhension plus fine, évidemment, puisqu'on va devoir aller chercher plusieurs informations dans le texte. Qu'est-ce que Célia va fêter? Il y aura seulement quelques amis à la fête parce que la maison est trop petite, beaucoup ne sont pas disponibles. Célia veut avoir le temps de discuter avec chacun. Lilian va arriver un peu plus tard parce qu'il va manger chez ses parents, doit s'occuper de ses enfants, travaille une partie du week-end. Lilian accepte de venir à la fête parce qu'il adore la montagne, est très proche de Célia, souhaite découvrir la région. Le repas de la fête sera préparé par Célia, par tout le monde, par un restaurateur. Pour sa fête, Célia espère qu'il fera beau, qu'elle aura un beau cadeau, que tous ses amis viendront. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. Voilà, donc vous voyez, c'est simplement plus complexe. En fait, il y a donc, vous avez bien compris l'ensemble, évidemment. C'est évidemment plus complexe, ça fait appel à plus de capacité de mémorisation, de prélèvement d'informations, etc. Voilà, donc l'ensemble du test est ainsi, c'est-à-dire que c'est des textes plus longs, avec un vocabulaire plus compliqué, avec éventuellement la nécessité de faire des inférences ou de reformuler. En fait, les questions ne vont pas reprendre textuellement ce qui est dit dans le texte. Donc vous avez des choses de ce type-là dans le B1, donc compréhension de l'oral, vous avez vu le genre d'exercice, compréhension des écrits, pareil, vous avez des textes plus longs, en fait. Voilà, cuisine classique, là, donc vous avez de la compréhension de texte aussi. On voit donc qu'il faut repérer un certain nombre de choses, aussi un certain nombre d'informations
dans le texte. Par exemple, vous avez là une inférence. En fait, le menu tout légumes est très apprécié des personnes qui ne mangent ni viande ni poisson. Donc, il y a des menus sans viande et poisson. Oui, mais c'est pas dit textuellement qu'il y a des menus végétariens ou des menus sans viande et poisson. On dit que c'est tout légumes et que c'est apprécié des gens qui ne mangent ni viande ni poisson. Donc il faut inférer à partir du texte une réponse, évidemment. Voilà, donc vous avez une série de textes comme ça, etc. On ne va pas s'attarder beaucoup là-dessus parce qu'évidemment, c'est des choses que vous connaissez déjà un peu et puis on a vu les précédents sujets. Donc là, c'est un peu assez similaire à ce que on a vu dans le A avec un niveau de complexité supérieur. Et des thématiques peut-être aussi un peu plus complexes. Comme par exemple cet exercice-là, vous lisez cet article sur Internet, parler de langue est-il un atout ou un handicap pour les enfants? Voilà, donc, et évidemment, donc on a une batterie de questions avec des questions de compréhension globale, des questions de compréhension fine. Donc tout ça est évidemment, bon, là aussi on a des textes plus longs avec des questionnements en fait qui impliquent soit d'inférer, soit de synthétiser plusieurs aspects du texte. Donc des tâches un peu plus complexes que celles qu'on peut avoir au niveau A. Si on regarde ce qui est plus intéressant, en fait, si on regarde la production orale, parce que c'est là qu'on va avoir un changement en fait avec l'interaction. Donc vous avez dans la production orale 3 parties qui s'enchaînent et durent entre 10 et 15 minutes. Et dur, ça devrait être au pluriel quand même pour un sujet du DELF. Pour la troisième, alors à moins que ce soit l'épreuve complète qui dure entre 10 et 15 minutes. Ah oui, c'est ça, oui, non, ça va. C'est moi qui les accuse injustement. Donc c'est l'épreuve complète qui dure entre 10 et 15 minutes. Entretien dirigé, donc sans préparation, 2 à 3 minutes. Parler de soi, de ses activités, de ses centres d'intérêt, parler de son passé, de son présent et de ses projets. Cette épreuve permettra aussi de mettre le candidat à l'aise en parlant de lui. Elle se déroule en interaction sur le mode d'un entretien informel entre le candidat et l'examinateur qui amorce le dialogue par une question du type « Bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille ?» Donc vous voyez qu'on essaye de dédramatiser aussi l'évaluation. En fait, ce qu'on évalue, c'est pas la capacité du candidat à ne pas être timide, hein, c'est vraiment, on essaye d'évaluer ses aptitudes linguistiques et en fait d'évacuer un peu le stress de l'évaluation. Donc cette épreuve-là est propice à ça, évidemment, selon le comportement de l'examinateur. Il peut y avoir des résultats assez différents. Voilà, donc l'animateur relance l'entretien sur des thèmes tels que « Où avez-vous passé vos dernières vacances ?» Donc vous voyez que c'est se présenter, parler de soi pendant 2 à 3 minutes en interaction, donc c'est pas du monologue suivi comme on va avoir dans l'exercice suivant, pas dans le dernier exercice, mais c'est bien aussi de l'interaction. Mais l'accent est mis plus sur l'entretien dirigé. Alors que là, dans les exercices en interaction, en fait, on va voir qu'il y a des sujets assez différents et qui vont impliquer des compétences en interaction assez particulières. Donc là, on tire au sort 2 sujets. Hein, il y en a 5 ou 6 de proposés, excusez-moi. Je pense qu'il y en a 5 de proposés. Donc vous en tirez au sort 2 et le candidat en choisit un. Admettons qu'il choisisse le premier sujet. Pendant votre séjour en France, vous avez acheté un vêtement qui finalement ne vous convient pas. La publicité précisait satisfait ou remboursé. Vous demandez le remboursement de votre achat, mais le vendeur refuse et vous propose un échange. Vous n'êtes pas d'accord avec sa proposition. Vous insistez pour vous faire rembourser. Donc là, l'examinateur joue le rôle du vendeur. Vous voyez que ces exercices en interaction sont des jeux de rôle et qu'en fait, ils vont impliquer, là c'est se procurer des biens et des services et ça va impliquer de l'argumentation. Ça ne va pas être tout simple, en fait, comme interaction parce qu'il va falloir défendre sa position et essayer de l'emporter par rapport à ce qui était proposé. Il va aussi falloir que l'examinateur joue bien le jeu
qu'on arrive à bien se mettre dans la peau du vendeur, parce qu'évidemment, dans beaucoup de pays, les interlocuteurs vont être intimidés de contredire l'examinateur. Donc, vous voyez que cette interaction, en fait, cette compétence en interaction, elle est plus complexe que ce qu'on avait avant, et elle est aussi plus réaliste du point de vue des jeux de rôle qu'on peut mener avec. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire, en fait. Donc, vous avez une grille d'évaluation qui reste assez classique, en fait, sur l'exercice en interaction. Peut faire face sans préparation à des situations même un peu inhabituelles de la vie courante, respect de la situation et des codes sociolinguistiques. Donc il faut être capable de s'adapter à une situation plus ou moins imprévue, en fait, tout en respectant les codes sociolinguistiques. Bon, évidemment, quand vous négociez avec un vendeur qui refuse de vous rembourser, il va falloir arriver à être ferme tout en restant poli. Donc ça va être un certain sport. Enfin, il va y avoir une adaptation des codes sociolinguistiques. Vous savez que, bon, par exemple, on n'a pas inclus ça là-dedans, parce qu'en France, ça se fait pas tellement, en fait. Mais si vous allez sur un marché africain, par exemple, il va falloir apprendre à marchander, il va falloir apprendre à discuter le prix dans beaucoup de cas. Et c'est subtil, en fait, c'est pas si simple que ça en a l'air. Quand vous discutez le prix avec un vendeur, il faut que vous-même, vous ayez une idée de la cote du produit que vous voulez acheter. Parce que le vendeur va essayer de vous le vendre plus cher au départ. Il va vous proposer un prix qui pourra être le double, ou peut-être un peu moins que le double. Enfin, en tout cas, il espère gagner une marge supplémentaire sur son produit. Vous devez discuter, mais sans insulter le vendeur d'aucune manière. Donc vous ne devez pas non plus lui proposer un prix trop bas, parce qu'à ce moment-là, il pourrait jouer la personne vexée et se retirer du non, je ne prendrai jamais ça, ce prix-là. En fait, il y a tout un jeu, il y a un jeu de rôle. Et donc vous devez proposer un prix correct, argumenté, tout en restant avec un certain humour, avec une certaine distance et avec un respect de l'interlocuteur. C'est comme ça qu'on marchande dans les marchés africains. D'un autre côté, si vous ne marchandez pas et que vous arrivez... le vendeur vous dit, voilà, mes concombres, là, c'est 100 francs CFA, les 4. Vous payez directement 100 francs CFA. Le vendeur a l'impression de ne pas avoir été considéré, parce que vous n'avez pas marchandé le prix, vous n'avez pas pris le temps de discuter avec lui, vous ne l'avez pas pris en considération. Voilà, donc c'est des codes socioculturels, hein, évidemment. Je veux dire, là, pour la discussion avec un vendeur dans un pays français, évidemment, il y aura aussi un certain nombre de codes socioculturels où vous devez montrer aussi, pour obtenir le remboursement, éventuellement, vous devez montrer que vous êtes potentiellement un bon client qui va revenir dans le magasin, donc vous achèterez d'autres choses, voilà, etc. Donc c'est évidemment tout ça s'apprend, hein, et on l'apprend de façon implicite ou dans la vie quotidienne. Et là, on essaye en partie de l'expliciter et en tout cas et aussi de l'évaluer. Donc, peut adapter les actes de parole à la situation, même chose, hein, peut répondre aux sollicitations de l'interlocuteur, vérifier et confirmer des informations, commenter le point de vue d'autrui, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, dans ces nouveaux examens du DELF, hein, si vous voulez, on reviendra sur les autres parties de l'épreuve, pendant la partie où nous, on est en interaction sur notre Big Blue Button. Mais bon, je pense que l'essentiel, c'est de regarder cette partie interactivité, hein, interaction, interactivité. Donc, évidemment, dans le sujet, après l'exercice en interaction, vous revenez sur une chose plus classique, sur le monologue suivi, en fait, avec des sujets types de monologue suivi, hein. Où là, par contre, vous avez une préparation, évidemment, puisque le monologue suivi, vous pouvez déjà prendre des notes, le structurer, c'est à mi-chemin presque entre l'oral et la structuration d'un texte écrit. Voilà, merci. Donc à la semaine prochaine, merci beaucoup, bon courage.